Bonjour à tous, on commence cette vidéo avec une seule phrase. Non, les personnalités équines ou horse analytics de Parelli n'ont aucun fondement scientifique. On le dit et on le répète chez Blooming depuis notre création, c'est-à-dire pratiquement 8 ans désormais, mais pourtant c'est un outil qu'on utilise pédagogiquement au quotidien, quand même, malgré ce défaut. Dans cette vidéo, on va vous expliquer deux choses. D'abord, quelles sont les différences entre les horse analytics de Parelli, ou personnalité équine, et les vrais tests de tempérament dits scientifiques, et pourquoi on a quand même recours aux personnalités équines, encore une fois, comme outil pédagogique auprès de nos cavaliers, de nos clients, de nos élèves. Alors pour commencer, on va parler de la science des tempéraments des chevaux. Si les personnalités équines de Parelli ne sont pas du tout un concept scientifique, est-ce que j'ai assez insisté? Je ne suis pas sûre. Il y a quand même eu pas mal de travaux scientifiques assez solides qui s'intéressent de près au tempérament équin. C'est notamment le cas de la chercheuse Léa Lansade, qui est française, et son équipe, qui ont travaillé sur le sujet de long en large en travers pendant plusieurs années. On va vous expliquer rapidement en quoi consistent ces tests de tempérament qui ont été développés par cette équipe. Donc ces tests permettent d'identifier 5 traits principaux: l'émotivité, la grégarité, l'activité motrice, la réactivité aux humains et la sensibilité sensorielle. Donc en conditions expérimentales, les chercheurs ont mis en place une structure démontable, à l'aide notamment de box modulables comme on peut les voir en concours, pour observer ces 5 caractéristiques en un seul test. Ces tests suivent un protocole très strict, reproductible, ce qui est un des fondements d'une étude scientifique digne de ce nom, et d'ailleurs d'autres chercheurs en Europe, notamment en Suisse, ont reproduit ces tests à de nombreuses reprises. Ce test il va durer 30 minutes pour les hongres et les juments, dont 5 minutes d'habituation préalable au lieu qui est quand même assez particulier, assez sombre, enfin voilà, ils ne le connaissent pas, donc il y a besoin de ce moment d'habituation, et 1 heure pour les entiers, dont 25 minutes d'habituation dans leur cas. Le cheval va rentrer dans la structure modulable, dans lequel est situé un autre cheval qu'on appelle cheval public, qui est attaché dans un box au bout du parcours. Ça permet en fait d'éviter que les tests soient biaisés par un isolement social, qui peut générer du stress supplémentaire et donc biaiser tout simplement les analyses et les comportements du cheval. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette image qui vient d'Equipedia, il y a un emplacement strict pour chaque test, avec une place dédiée à l'observateur, au cheval public, etc. On voit une place aussi pour l'homme dit passif, qui va permettre en fait de tester la réactivité aux humains. On voit aussi l'emplacement de l'objet dit inconnu, ainsi que la surface inconnue pour tester la néophobie et l'émotivité du cheval. Il y a pendant toute la durée du test une mesure de la quantité de mouvement, la quantité d'activité motrice spontanée du cheval dans cet espace. Aussi, en fin de test, on retire le cheval dit public de son box, ce qui permet de tester la grégarité du cheval. Ensuite, il existe des tests de tempérament qu'on va appeler simplifiés, que l'on peut mettre en place bien plus facilement, notamment par exemple lors d'événements style concours, rencontres d'éleveurs, etc. Et ceux-là sont évidemment bien plus faciles à mettre en place pour nous, les moldus, les basiques de ce monde, et je vais me focaliser sur ceux que nous avons reproduits sur Blooming Riders avec la célèbre éthologue Hélène Roche, qui est notamment connue pour ses ouvrages de vulgarisation sur l'éthologie équine. Alors oui, on a effectivement, je dois le dire, instant auto-promo, un très beau programme d'éthologie équine, de la science, je ne parle pas d'équitation, et dedans on a reproduit tous ces tests de tempérament simplifiés avec plusieurs chevaux, et autant vous dire que c'est vraiment passionnant et que ça permet vraiment de comprendre les chevaux sous des angles très variés et multifactoriels. Parmi ces tests, il y a la mesure de la sensibilité tactile. Alors de notre côté, on a fait avec les moyens du bord en utilisant soit un crin, soit un brin de paille, qu'on va venir toucher sur le garrot pour voir si les chevaux réagissent ou pas. Alors c'est intéressant de voir que certains chevaux font immédiatement vibrer leur peau, alors que d'autres ne réagissent absolument pas. Donc à stimulus tactile équivalent, on va avoir des réactions très différentes et parfois surprenantes. Il y a également le test de l'objet inconnu, dans lequel nous avons bricolé un truc un peu bizarre à l'aide d'un plot de chantier, d'un cône de chantier et d'un impair jaune qu'on a mis au milieu de la carrière. De la même façon, on a une variété de réactions, du cheval qui est hyper curieux à celui qui calcule même pas l'objet. C'est pareil, c'est vraiment très intriguant et ça peut être surprenant. Alors il y a encore un autre test très chouette qui est le test de la surface inconnue. Donc on va former un couloir avec des barres, tout simplement. On apprend au cheval à circuler d'un point A à un point B dans ce couloir avec un seau au bout du couloir pour qu'il ait envie de circuler dedans. Et puis en fait, on va rajouter la surface inconnue pour que le cheval découvre cette surface. Ici, c'était une bâche. Et par exemple, Val, le cheval de Lucie, on décrit plutôt comme très sûr de lui, n'a pas passé le test. Il n'a jamais passé la bâche. Alors que pourtant, il y avait un seau au bout qui le motivait très fortement.
Alors il y a aussi le test de soudaineté qui peut faire monter le cortisol de tout le monde, humain et cheval compris. On va proposer au cheval de manger dans un seau ou dans une gamelle et on va faire un truc qui est un petit peu sadique, c'est qu'on va ouvrir d'un coup un parapluie, donc la soudaineté bien entendu. Et pareil, certains chevaux vont sursauter très très fortement et mettre beaucoup de temps à redescendre et à s'en remettre, tandis que d'autres vont un petit peu s'écarter mais vont oublier le problème dans la seconde qui suit. Au cours de ces tests, on va aussi mesurer la tension musculaire du cheval, c'est-à-dire sa posture. Est-ce que son encolure est haute? Est-ce qu'il est en vigilance? On va mesurer la quantité de mouvements spontanés qu'il va proposer aussi, ainsi que la quantité de ses hennissements pour pouvoir avoir une image globale de sa façon tout simplement de gérer le stress qu'engendrent ces situations. Alors enfin, il y a un point qui peut être un peu évident, c'est que le but, c'est de ne surtout pas préparer les chevaux à ces tests. Le but, c'est justement de savoir quelles sont leurs réactions brutes, intrinsèques, sans aucune préparation, propres à leur caractère, en dehors, bien entendu, de tout apprentissage. Alors, j'ai visionné récemment une vidéo d'une étude faite au Haras National Suisse dans lequel ils ajoutent 3 tests supplémentaires, en plus du coup de ceux de Léa Lansade. Un test avec un humain qui porte un sac rempli de canettes qui s'approche du paddock dans lequel le cheval se situe. Il y a également un test où il y a un ventilateur placé dans le paddock sur lequel est accroché des espèces de rubalises. Et il y a un test avec lequel il y a une petite voiture télécommandée qui se déplace autour du paddock. Ils ont également ajouté dans leurs analyses un travail sur la position des oreilles, la forme des naseaux, des yeux, donc on va un peu plus loin dans la subtilité. Et évidemment, ils évoquent l'idée du style de gestion du stress avec un style plutôt passif ou actif. Le style passif, c'est notamment le cheval qui va se figer, les oreilles sur le côté, les naseaux dilatés. Et je vous en parle car ce sont des chevaux qui se figent puis peuvent exploser dans les mots même de la chercheuse si l'on ne prend pas en compte ces signaux. Et vous allez voir, ça a une certaine importance pour la suite de la vidéo. En bref, la science est riche en travaux qui sont très intéressants sur les tempéraments. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Et évidemment, notre programme avec Hélène Roche qui s'appelle Éthologue pour un jour est The Place to Be, il faut aller voir ça. Avant de parler de la deuxième partie de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ça vous intéresse, si vous voulez continuer à recevoir nos vidéos. Et maintenant, on va parler des Horsenalitis de Parelli. Vous avez certainement déjà entendu parler des Horsenalitis de Parelli ou bien personnalité équine. Bon, ici évidemment il s'agit d'un modèle pédagogique qui est développé avec une méthode et évidemment avec tout ça il y a un business qui est considérable, alors moins aujourd'hui mais qu'il était à une époque. C'est une interprétation qui est basée sur des observations de 2 personnes, Linda et Pat Parelli, avec un mélange de vieilles théories qu'on sait désormais tout à fait fausses sur le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc première chose, il faut replacer ce concept dans un contexte. Ça n'émane pas du tout de la recherche, donc c'est forcément plein de petits défauts et cela avait pour but de s'adresser à des cavaliers qui souhaitaient mieux comprendre leur cheval. Et en général, c'était des cavaliers qui avaient un niveau d'observation et de travail au sol qui n'était pas forcément très avancé. Mais il y a des points sur lesquels je trouve que ce concept est pas tellement à côté de la plaque. Et je sais qu'il y a des gens qui vraiment le détestent, mais je vais d'abord vous parler de ses défauts, bien sûr. Mais après, je vais quand même vous parler de pourquoi moi je continue à l'utiliser et comment, à la lumière, bien entendu, des travaux scientifiques qui sont réalisés sur le sujet. Alors d'abord, le gros défaut des Horsenalitis de Parelli, c'est le fait d'employer des adjectifs qui sont totalement subjectifs pour décrire chaque tempérament. Ça va créer des biais qui sont assez considérables. Ensuite, un second gros défaut, c'est qu'on propose à l'humain de repérer la Horsenality de son cheval en se basant sur ses adjectifs. C'est un biais évident quand on regarde le chart de Parelli que vous avez sûrement déjà dû voir, c'est que tout le monde veut que son cheval, presque tout le monde veut que son cheval soit LBE, Left Brain Extrovert, soit cerveau gauche extraverti, parce qu'il est joueur, charismatique, exubérant, il apprend vite, bref. Tandis que le RBE, le cerveau droit extraverti, il est stressé, il fuit, il peut pas tenir en place, il réagit trop, enfin bref, on voit assez facilement que cela va dépeindre un portrait qui est plus ou moins avantageux ou valorisant. Et ça risque de donner des interprétations des humains, des propriétaires qui vont être assez variées et parfois très fausses. On rencontre aussi le souci que chacun a son interprétation du mot introverti ou extraverti. Enfin, cerveau droit et cerveau gauche, ça correspond à une vieille théorie complètement faussée selon laquelle le cerveau droit, l'hémisphère droit correspond à l'émotionnel et le cerveau gauche correspondrait au rationnel. Alors aujourd'hui, ça fait déjà longtemps qu'on sait que le cerveau ne fonctionne absolument pas de cette manière-là, ni chez l'humain, ni chez le cheval, ni chez personne. Mais bon, voilà, maintenant ce sont des termes qui sont restés. Maintenant, pourquoi, en tant qu'enseignante, je les utilise quand même?
Eh bien en fait, tout simplement, je pense toujours qu'il faut se détacher des appellations cerveau droit et cerveau gauche. Je pense que c'est un peu la première chose, car évidemment, moi je les apparente, je les caractérise selon l'émotivité. C'est-à-dire que pour moi, ça correspond à un des 5 traits testés par les chercheurs. Le cerveau droit, en fait, ça serait le cheval qui pencherait du côté le plus émotif du spectre, du curseur. Et avec chaque cerveau droit, évidemment, il y aura sa propre intensité, sa propre façon de l'exprimer. Tandis que le cerveau gauche, lui, il va simplement pencher du côté le moins émotif du curseur ou du spectre. Ça ne veut pas dire que le cheval dit cerveau gauche, par exemple, n'est pas du tout émotif. Ils le sont juste moins relativement au cerveau droit. Et le terme relatif, dans le travail du tempérament, est très important. Ensuite, on va parler des termes extravertis, introvertis. Chez Parelli, c'est plutôt clair en général. C'est lié à l'envie spontanée de mouvement qui va exister naturellement chez chaque cheval. Alors de même, si on compare à la science, à ce qui se fait chez la science, pour moi, c'est mon interprétation, ça reprend le trait finalement activité motrice qui fait partie de chaque test. Donc un extraverti pencherait du côté des chevaux les plus actifs spontanément, les introvertis pencheraient du côté des chevaux les moins actifs spontanément. Évidemment, les humains ont tendance à classifier catégoriquement chaque personnalité de Parelli. Ça, c'est sûr, c'est un trait assez commun. Moi, je vois ça plutôt comme des curseurs avec des intensités. On peut avoir 2 introvertis avec des différences assez notables de mouvements spontanés. L'un pourrait être le cliché du cerveau gauche introverti, les pieds plantés dans le sol, difficile à bouger et à motiver, et l'autre serait plutôt un cheval qui bougerait plutôt bien finalement, mais beaucoup moins en comparaison d'un cheval assez extraverti. Il y a vraiment cette notion de relativité qui est capitale. De même, on peut avoir un cheval qui serait dit cerveau droit, qui peut être un monstre de stress et d'émotivité, tout comme on peut avoir un cheval plutôt cerveau droit, qui sera assez émotif, mais sans intensité folle, quoi. Le terme cerveau parle du niveau d'émotivité, et introverti-extraverti parle du niveau d'activité motrice. C'est comme ça, moi en tout cas, qu'aujourd'hui je l'utilise et je l'interprète. Pour des cavaliers qui n'ont pas encore une observation très avancée ni une grande relativité dans leur expérience parce que simplement ils ne connaissent, ils ne manipulent, ils n'éduquent qu'un seul cheval, je trouve que finalement les Horse Analytics, c'est un bon outil pédagogique et c'était une des grandes qualités de la méthode Parelli, c'était sa pédagogie. C'est simple, on ne parle que de 2 traits de façon un peu grossière versus 5 traits très compliqués, très développés chez les scientifiques qui sont testés sous tous les angles. Mais il permet selon moi une première entrée dans le monde de l'observation des tempéraments, à condition, bien sûr, on est d'accord, de l'introduire avec un regard critique, comme toute chose, je pense. En plus, chaque Horsenality est associé en général à des stratégies qui sont adaptées. Alors, pareil, à regarder avec un regard critique, ce qui permet aussi de faire avancer des couples cavaliers-chevaux d'une façon qui est plus adaptée à chaque individu. Et ça, c'est quand même, je trouve, très positif, de pouvoir mieux s'adapter au cheval qu'on a en face de soi. Pour moi, c'est aussi une étape qui est vraiment intéressante sur le chemin de certains cavaliers qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Par exemple, quand je vous évoquais les chercheurs qui parlaient de style de gestion du stress actif versus passif, en parlant des chevaux plutôt passifs du coup, eh bien c'est la description typique du cheval qu'on va appeler chez Parelli cerveau droit introverti, qui est un cheval difficile à lire, qui est émotif, mais qui gère souvent son stress en se figeant et qui est très souvent mal compris dans le monde du cheval, et c'est typique de ce genre de personnalité qui finit en général en rééducation chez des gens comme moi, notamment des chevaux de dressage qui ont été très mal compris pendant des années. Alors je pense donc qu'il y a des observations qui sont très intéressantes, mais que bien entendu, celles-ci sont très incomplètes dans les personnalités équines de Parelli, qu'il faut encourager les personnes curieuses à propos de ce sujet d'aller voir ce que la recherche fait, et c'est ce qu'on va faire ici. La science est de toute façon quasiment toujours quelque chose de plus rigoureux, de plus proche de la vérité, si j'ose dire, complexe, multifactorielle, nuancée, mais elle peut aussi parfois être difficile ça peut être difficile de faire le pont dans l'application dans la vraie vie, et c'est là que des méthodes un peu plus simplistes vont venir entrer en jeu. Alors si le sujet vous intéresse, on a un quiz en description qui peut vous aider à situer plus ou moins quelle est la Horsenality de votre cheval, si ça vous intéresse bien sûr. Et ensuite, sur notre plateforme, donc sur Blooming Riders, on a conçu des programmes avec presque chaque personnalité, pareil, de façon nuancée, développée, mise à jour, pour aider les cavaliers à décortiquer tout cela, en parallèle du programme avec Hélène Roche, éthologue pour un jour, pour que toutes les infos soient accessibles, que vous puissiez piquer un petit peu de tout, et simplement nourrir votre esprit critique de cavalier, une chose très rare dans le milieu et qu'on espère bien développer. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, on sera très content de pouvoir le lire et de vous répondre. À bientôt!